Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Boon Lake, un jeu de Alexander Pfister qui est édité chez DLP Games en VO, mais qui sera chez Super Meeple pour la VF d'ici le premier quadri, j'imagine, de 2022. Et il nous propose, Alexander, de voyager dans les États-Unis, on va dire, dans une zone qu'il appelle Boon Lake. Il y a des lacs tout autour d'une zone principale ici, où on va jouer les pionniers, on va aller développer des ranchs, développer des nouvelles constructions. Somme toute, aller participer à l'expansion vers l'ouest et ainsi développer toute une zone qui se trouve divisée en 4 parties, la Boon Lake, les territoires inconnus, les territoires du sud et la zone de New Hope. Et donc on a 4 couleurs sur le plateau de jeu qui représentent chacune des zones avec des passerelles, des ponts qui permettent de passer d'un endroit à l'autre ou des gates qui permettent de passer d'un endroit à l'autre. Donc on a des petits passages spécifiques. On a des bateaux parce que c'est une sorte de course qui va avoir lieu au niveau du jeu ici. Et on a des barrages, on va dire, des endroits qui vont déclencher des décomptes. Et on aura 4 décomptes dans le jeu vu que les bateaux vont passer d'abord par ici, donc on va avoir un premier décompte, ils vont passer par ici, un deuxième décompte, puis ils vont repartir au départ et on va repasser par là, un troisième décompte et la fin du jeu. Voilà un petit peu au niveau du plateau général. On a aussi un plateau personnel avec toutes des zones qu'on va pouvoir libérer au fur et à mesure du jeu. On a un peu d'argent, on a des cow-boys, on a 2 canoës qui vont nous permettre de faire une production. On a des emplacements pour placer des portes. Et on va avoir au début du jeu une première usine, c'est-à-dire une production continue. Je vais vous parler ensuite de la production qui va être au choix entre le bois, l'argile, la pierre ou le fer. C'est une production qui est à niveau 1 et dans le cours du jeu, on pourra la faire passer à niveau 2 pour avoir une meilleure production, une meilleure rentabilité. Au début du jeu, chaque joueur va se retrouver avec 6 cartes et il va devoir choisir une des plaquettes parmi 2 qu'il va placer ici, qui sont des objectifs qui vont avoir lieu à chaque décompte pour la partie basse et qui va être activé par le joueur qui le voudra pour la partie haute. Chaque joueur pourra aller sur chaque plaquette de toute façon au fur et à mesure du jeu. Et donc ça, c'est une chose qu'on va choisir chacun pour sa couleur. On a chacun une zone de couleur attitrée, le rouge ici et le bleu là-bas. Au niveau du tour de jeu, c'est assez simple. On va choisir une des plaquettes disponibles ici, comme par exemple celle-ci. Je la prends, je vais réaliser toutes les actions qui sont indiquées dessus. Et sur les plaquettes, il y a des actions pour celui qui l'a pris, et puis il y a des actions communes, logiquement à tous les joueurs. Celle-ci est un mauvais exemple vu que le joueur qui l'aura choisi ne pourra pas la faire, mais globalement c'est l'idée. Une action pour celui qui a choisi la plaquette, et une action pour tous les joueurs, y compris celui qui a choisi la plaquette, sauf cette plaquette-ci évidemment. Une fois que c'est fait, je vais avancer mon bateau d'une valeur indiquée sur l'emplacement libéré de la plaquette, et qu'on retrouve ici sur le côté. Donc par exemple ici, c'est une valeur de 3. Je peux avancer mon bateau jusqu'à 3. Les avancements du bateau vont se faire dans un mode où on peut être qu'à un seul par case, ce qui veut dire que si un autre joueur avancerait aussi de 3, il ferait 1, 2 et il passerait ma case pour faire son troisième. On écrase quelque chose que l'on touche immédiatement. Et le seul endroit un petit peu spécifique, ce sont les endroits où il y a une ancre, ce sont des ports. Et là-bas, tous les joueurs peuvent s'arrêter et se retrouver au même endroit et donc ils comptent bien comme une case. On ne peut pas passer dessus en mode saut de mouton si on le voulait, vu que c'est une case disponible pour tous les joueurs. Une fois que c'est fait, on replacera sa plaquette vers le bas et on poussera le reste et le joueur suivant prendra sa plaquette et on continuera ainsi. Au niveau des règles de base, c'est donc très simple. Une plaquette, on fait les actions de la plaquette, on avance son bateau, on replace la plaquette et on pousse. Alors, les spécificités. Premièrement, les 2 dernières plaquettes ici, elles ont des pénalités, donc on perd des points de victoire si on les prend. On peut aller en négatif, on commence à 0, mais on peut très bien aller en négatif, c'est prévu par le jeu. Donc ici, c'est toujours des pertes de points de victoire si on veut le faire, et plus vous allez les chercher hautes, plus vous allez pouvoir avancer au niveau de votre bateau. Attention, c'est un nombre de cases maximal. Si je prends la plaquette ici tout dessus qui me permet de faire 4 mouvements avec mon bateau, je peux décider de n'en faire que 1. Simplement, c'est le maximum que je peux faire au niveau des déplacements. Alors, ce qui est important de voir ensuite, c'est quels sont les pouvoirs de chaque plaquette, à quoi servent-elles? Eh bien, on va les reprendre un petit peu par le haut, en commençant par ceci. Très simple, cette plaquette, je vais toucher 3 sous, et puis je vais pouvoir jouer une carte ou piocher 2 cartes. Alors, au début du jeu, on a une main de 6 cartes, on va pouvoir l'augmenter, il n'y a pas de limite vers le haut au niveau de nombre de cartes en main. Et ces cartes-ci ont plusieurs types d'informations. Alors, on va retrouver
Je vais prendre mon séparé ceci. Alors on va retrouver un coût de dépense et on va retrouver un moment de la journée associé à la carte. Alors pour la tuile que j'ai jouée, il n'y a pas de moment de journée spécifique. Mais quand on va retrouver d'autres types de tuiles, on va avoir les tuiles noires, c'est la nuit, les tuiles bleues, c'est le jour, et les tuiles rouges, c'est plutôt le crépuscule, comme ici. Vous trouvez le symbole du crépuscule, et la couleur de la carte est rouge. La couleur, c'est le bleu, c'est la journée, et là, c'est la nuit, c'est pour le noir. Donc parfois, ce sera associé à un type de plaquette, mais j'y reviendrai. Le coût au niveau de la dépense et l'action que l'on va gagner en jouant cette carte-là. Donc quand c'est un éclair, c'est immédiat. Par exemple ici, en la jouant, j'avancerai mon petit chariot de pièces qui se trouve ici, d'une case, en la jouant. À la fin du jeu, j'ai des points de victoire. Et parfois, j'ai des cartes qui auront des points de victoire de fin de jeu. Donc le point d'interrogation, c'est parce qu'on ne sait pas. Ça va dépendre du nombre de maisons que j'aurai placées dans mon jeu. Ou encore, j'aurai des cartes avec un pouvoir continu. Ce sont celles avec un petit bandeau vert ici, qui dit que quand je gagne des sous, j'en gagne un de plus. Des points de victoire en fin de jeu. Alors, le coût pour poser une carte, c'est quoi? De l'argent et des ressources et parfois un vase. L'argent et le vase, c'est physique, c'est quelque chose que je vais avoir dans le cours du jeu. Les vases, ils sont ici. L'argent, j'en ai dès le départ. Par contre, les ressources bois, pierre, argile, fer ne sont pas des ressources traditionnelles. Je ne vais pas les stocker. Je dois juste y avoir accès. C'est-à-dire, j'ai ici mon petit plateau personnel et je vous ai dit au début du jeu, vous allez choisir une usine. Cette usine-là me permet de faire tous les rounds, tout le temps, en argile. J'en ai pas besoin pour ma carte ici. Mais sinon, j'ai un argile de disponible tout le temps. Par contre, j'ai deux petits bateaux qui vont me permettre d'aller chercher ce qui me manque au niveau des ressources. C'est-à-dire, ils vont se placer là-bas où on fait la production de bois, d'argile, de pierre et de fer. Ici, il me faut un bois et une pierre. Eh bien, un bateau au niveau du bois et un canoë au niveau de la pierre. J'ai donc accès pour ce round-ci, pour ce moment-ci, pour cette carte-ci, à un bois et une pierre. Ce qui veut dire que dès le départ, avec mes deux canoës et ma production d'industrie, je pourrais avoir accès à 3 ressources. Par exemple, comme ceci, ça me ferait 2 argiles et une pierre. Donc on va essayer de jouer des cartes qui sont en rapport avec ceci. Dans ma sélection d'industrie au départ, peut-être que je vais garder les cartes que j'ai et ce que j'aurais besoin. Et vous voyez ici, j'avais besoin d'argile, d'argile, d'argile. Et donc me mettre directement à l'argile me permet d'avoir facilement accès à cette ressource-là. Quand j'ai mon bateau qui va se déplacer dans le sens du courant, ça ne me coûte rien. Par contre, si je veux déplacer mon bateau en remontant la rivière, je vais devoir payer 2 sous. Donc si je dois plus tard remonter mon bateau pour faire par exemple 2 bois et un argile, eh bien ça me coûtera 2 sous, qu'importe le nombre de cases que mon bateau aura remonté. Donc je vais pouvoir avancer vers le bas gratuitement et remonter en payant, ce qui veut dire que je vais faire attention au niveau de mon jeu de ne pas descendre trop et remonter trop, parce que l'argent est une des 2 ressources principales du jeu, la deuxième étant les cow-boys. Eh bien on va éviter de le dépenser pour rien du tout. Quand je vais avancer, c'est parce que je peux me permettre d'aller plus loin, parce que j'ai plein de cartes qui nécessiteront ce type de ressources sur laquelle je vais me placer. Donc je vais réfléchir à ça au niveau de mon placement. Donc par exemple cette carte-ci, j'ai besoin d'une argile et un fer. L'argile, je l'ai tout le temps, je n'ai pas besoin de mettre de canoë devant. Je vais déplacer un bateau sur le fer et je pourrai jouer cette carte-ci. Voilà comment on va poser des cartes en jeu au niveau des ressources, au niveau de ce qu'on va payer et de la disponibilité des ressources. Donc ici, j'ai le choix entre jouer une carte, n'importe quelle carte, ou piocher 2 cartes en plus qui vont aller dans ma main. Les autres joueurs et moi-même auront le choix entre jouer une carte ou défausser une carte pour avoir 2 sous. Donc chaque joueur pourra ensuite faire jouer une carte de sa main ou défausser une carte pour 2 sous. Il n'est pas interdit que les autres joueurs fassent déjà l'action de jouer une carte ou jeter une carte pour 2 sous pendant que le premier joueur est en train de faire sa partie à lui. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'impact entre l'un et l'autre, il n'y a pas besoin de s'arrêter pour ça. Ça permet d'accélérer le jeu et ainsi de ne pas le ralentir avec chacun qui réfléchit à son tour. Parfois, certaines tuiles nécessitent que ce soit joué dans l'ordre du tour parce que les actions ont un impact. On va prendre possession d'endroits spécifiques au niveau du jeu et donc là-bas, on devra le jouer chacun son tour. Donc si je joue ceci, ensuite je le replace en dessous et je fais tourner. Imaginons que je prenne ça.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Le joueur actif d'abord, il peut retrouver l'iconographie qu'on a vue pour jouer la carte tantôt, soit jouer une carte de sa main, soit jeter une carte de sa main, mais il y a une condition, la carte doit être une carte nuit. Donc je peux jouer une carte, mais pour peu qu'elle soit une carte nuit pour la jouer. Donc soit je la défausse pour gagner des sous, soit je la joue de ma main. Ici il me faudrait 2 bois, 1 argile. Bien, si j'étais comme ceci, 2 bois, 1 argile, pas d'argent, j'aurais pu jouer cette carte-là qui me dit défausser 3 cartes pour aller récupérer 2 cow-boys, de la réserve et de les rajouter dans mon ranch. Donc ça c'est fait immédiatement, je récupère cette carte-là reste sur le côté, elle n'a pas d'autre effet que de me donner des points de victoire en fin de jeu. Les cow-boys, on en a dans son stock au départ, et puis il y a une réserve hors jeu, donc on va devoir récupérer les cow-boys qu'on aura joués dans le jeu, qui vont retourner dans la réserve, qui vont devoir revenir dans votre ranch. Donc récupérer des cow-boys, c'est la deuxième ressource importante avec l'argent au niveau du jeu, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu sous la main. Une fois que j'ai fait ceci, la deuxième action c'est prendre un cow-boy. Prendre un cow-boy, hop, un de plus, et puis jouer une tuile pour la poser en jeu. Les tuiles grises, elles se trouvent ici. Je vais prendre la première. Et ce sont des tuiles qui me permettent d'avoir des zones de construction. Les zones de construction, ici il y en a 2. Ce sont des zones sur lesquelles on va effectivement mettre d'abord des cow-boys, puis après des maisons, puis après des colonies. Je vais pouvoir la placer adjacente à l'existant. Alors adjacent, je vous ai dit ici il y a une route, ça permet d'être adjacent. Je pourrais aller me mettre ici, toucher 3 nouvelles cartes. Je peux récupérer de l'argent, je peux récupérer des cow-boys, et puis surtout, quand je peux aller écraser quelque chose comme ceci, je peux récupérer une nouvelle industrie. Et donc ici, en me plaçant là, je récupérerai l'industrie du bois que j'ajouterai ici dans mon plateau. Si j'avais déjà le bois au départ, alors il passerait en niveau 2, et il n'y a pas plus haut que le niveau 2. Donc si je ne l'ai pas, je prends la première, si je l'ai déjà, je fais un upgrade. Mais quand je place une tuile, c'est toujours adjacent à une tuile existante sur le plateau, sachant qu'on peut passer par les routes au niveau de l'adjacence. Ensuite, tous les joueurs, y compris moi, vu que c'est le symbole ici qui ne m'élimine pas des autres joueurs, va pouvoir soit défausser 3 cartes, soit défausser 3 sous, pour récupérer un nouveau cow-boy. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut, vu qu'il y a l'infini derrière. Donc je peux dépenser plein d'argent ou de l'argent et des cartes, donc 3 cartes ou 3 argents, pour aller récupérer un cow-boy, et je peux le faire plusieurs fois. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas d'avancer mon bateau et puis je pousse et je remonte le reste. La tuile suivante, ici, me dit que je peux à nouveau jouer une carte jour de ma main, la défausser pour avoir 2 sous ou la jouer en jeu. J'en ai pas, je ne sais donc pas faire cette première partie-là de l'action. Je peux prendre la tuile même si je ne sais pas faire la première partie de l'action. Ensuite, ça me permet de placer une tuile de pâturage. Les pâturages, c'est comme le reste, je vais écraser et donc je vais avoir le bonus qui se trouve en dessous. Par exemple, ici, je vais reprendre 3 cartes, ici. Ainsi, au moins, je récupère une main un petit peu plus utile. Ensuite, tous les joueurs, y compris moi, vont pouvoir placer une vache dans un pâturage ou jouer une carte de n'importe quelle sorte, soit en la défaussant, soit en la jouant dans mon jeu. Alors, placer une vache, ça coûte quoi? Bien, c'est indiqué ici au-dessus. Si je place une vache, c'est la première vache du pâturage, ça me coûtera un cow-boy. Si jamais il y avait déjà une vache dans un pâturage, imaginons un autre joueur qui suit l'action, il veut se mettre au même endroit, ça lui coûtera alors 2 cow-boys. Donc, je vais payer en cow-boy selon le nombre de vaches déjà présentes, maximum 4 sur une zone. Alors, les vaches vont libérer des emplacements, ça va être le cas avec tout ce qu'on va jouer ici, donc c'est intéressant de les libérer, mais elles ont un intérêt autre, c'est que quand on les place, si jamais il y avait une maison ou plusieurs maisons à côté, eh bien chaque vache placée va toucher 2 sous par maison adjacente à l'endroit où elle est mise. Donc ici j'aurais touché 2 sous, là-bas le bleu aurait touché 2 sous, si jamais il y avait eu 2 maisons, par exemple ici pour le bleu ou comme ceci, le vert aurait touché 4 sous, le bleu en aurait touché 4, le vert en aurait touché 2, le bleu en aurait touché 4. Placer les vaches, c'est ceci. Elles ont un autre intérêt, c'est l'ordre des décomptes. Elles toucheront des points de victoire, mais alors elles toucheront des points de victoire pour les colonies qui sont adjacentes. Mais ça, c'est pour plus tard au niveau du jeu. Alors, un commentaire au niveau des vaches. Les 3 premières, c'est le coût normal, mais les 2 dernières vous coûteront 1
cow-boy de plus pour la 4e, 2 cow-boys de plus pour la 5e. Il y a un plus ici sur la flèche qui indique les coûts supplémentaires. Et si je ne sais pas payer le cow-boy, je peux perdre 4 points de victoire. Donc 4 points de victoire si je ne veux pas payer le cow-boy supplémentaire pour celle-ci. 8 points de victoire si je ne paye pas les 2 cow-boys supplémentaires pour celle-là. Donc, quand vous arrivez vers le bas, vous risquez de perdre des points de victoire supplémentaires si vous ne savez pas payer en cow-boy. Mais n'oubliez pas qu'il y a un surcoût en cow-boy au niveau des dernières vaches qui sont placées par ici. Ce sera le cas aussi pour les constructions juste à côté, les colonies qui sont juste ici à côté, mais j'y reviendrai. Donc, placer une vache, ça vous coûte en cow-boy, autant de cow-boy que le nombre de vaches qu'il y aura après l'avoir placé, donc 1 pour la première, 2 pour la deuxième et compagnie, jusqu'à 4 maximum. On touche des sous s'il y a des maisons adjacentes à l'endroit où vous les placez. Et lors des décomptes, on touchera aussi des points de victoire grâce aux vaches. Donc j'ai fait l'action, j'avance mon bateau, hop, je replace et je reviens ici. La suivante, et là-bas on va commencer à avoir une certaine routine. On joue une carte noire, on la défausse pour l'argent ou on la joue de sa main. Ensuite on peut soit placer un cow-boy, c'est la petite flèche vers le bas, soit améliorer une construction existante. Alors placer un cow-boy, c'est toujours un cow-boy ici, c'est pas mes 2 cow-boys qui sont là-bas. Je vais le placer quelque part et là-bas où je vais le placer, je vais toucher ce que j'écrase. Donc ici, je toucherai dessous. Je vais mettre comme ceci pour vous. Ça, c'est placer un cow-boy. Si je voulais faire un upgrade c'est quoi? Eh bien, c'est améliorer. Le cow-boy va devenir maison, la maison va devenir colonie. Pour transformer un cow-boy en maison, eh bien, il me dit, il faut, donc on va retirer ce cow-boy là et on va payer un cow-boy pour mettre une maison. Je paye donc un cow-boy qui va ici, je retire mon cow-boy qui va là aussi et je place la première maison disponible à l'endroit où il y avait le cow-boy. Je ne retouche pas ce que j'ai écrasé, ça c'était une seule fois. Le fait d'avoir fait une maison, on va libérer un petit marqueur qui va me donner des bonus lors des décomptes. Alors, petit commentaire au niveau de certains emplacements. Donc ici, par exemple, il y a 2 emplacements, mais vous voyez qu'il y a un coût. C'est en noir. Dès que c'est en noir, on paye. Dès que c'est en blanc, on reçoit. Donc ici, je vais payer 12 la première fois et je vais pouvoir faire 3 avancées au niveau des chariots de l'or ou des cartes. Ça, c'est le pouvoir qu'il y a ici. Ça coûte très très cher au début du jeu, mais ça peut être très intéressant aussi si vous en avez les moyens. Alors donc l'upgrade, pour transformer un cow-boy en maison, on paye donc un cow-boy supplémentaire et on remplace le cow-boy existant par une maison. Pour transformer une maison en colonie, on va devoir payer 2 cow-boys. Donc 2 cow-boys comme coût. Mais ce ne sera pas tout. Vous devez aussi avoir autour de la maison 3 meeples existants de n'importe quel ordre, appartenant à n'importe qui, pour faire cette colonie. Donc ici, je ne pourrais pas la faire. Alors imaginons qu'à la place, j'ai fait ma construction ici. Et bien ici, autour, adjacent et sur ma tuile, j'ai bien 1, 2, 3 meeples. Donc je peux transformer ma maison en colonie. Ça me coûte 2 cow-boys. Et quand je vous disais que les cow-boys étaient une ressource importante du jeu parce qu'ils partent très vite, c'est effectivement le cas. Et je vais transformer ma maison qui ne revient pas dans mon plateau, qui va hors de mon plateau. Si jamais je devais encore mettre une maison et que j'ai déjà fini toutes mes maisons ici, je pourrais récupérer une maison que j'ai retirée pour la remettre dans le jeu. Et donc je vais mettre ma colonie qui se trouve ici. Alors la colonie a 2 contraintes complémentaires. Donc outre le fait qu'il faut avoir 3 meeples autour pour pouvoir être construit, vous ne pouvez en mettre qu'une seule dans chaque zone, donc 1, 2, 3, 4 zones pour le faire. Si jamais vous remettez une deuxième colonie à un endroit dans une zone qui a déjà une colonie à vous, celle des autres on s'en fout, alors vous perdez 5 points de victoire complémentaires. Donc très très cher si vous les remettez au même endroit, donc on va essayer d'éviter. Et n'oubliez pas, comme pour les vaches, si vous allez construire les 3e et 4e colonies, il vous faudra payer un cow-boy de plus ou 2 cow-boys de plus ou 4 points de victoire perdus, et 8 points de victoire perdus, donc 4 et 4 à chaque niveau supplémentaire. Donc ça c'est les colonies, c'est très intéressant, ça va faire des points de victoire à chaque décompte, mais c'est très gourmand. Donc il faudra les mettre le plus tôt possible effectivement pour y avoir accès. Mais en tout cas, c'est pas simple, il faut déjà qu'il y ait beaucoup de constructions sur le jeu. Donc on va essayer de les faire bien et peut-être autour des gens qui ont déjà été placés. Alors ici vous voyez que j'ai un petit cow-boy supplémentaire. Quand est-ce que ce cow-boy là va apparaître? En fait il va venir dans mon jeu quand j'aurai libéré toute la ligne. Donc si je vais
plus tard dans le jeu, mettre un cow-boy, puis faire un upgrade. Ah, il me faudrait un nouveau cow-boy. Hop, comme ça. Faire un upgrade qui me permettrait de remplacer ce cow-boy ici par une maison. En faisant ceci, je vais libérer mon cow-boy supplémentaire de la ligne. J'aurai la même chose avec celui-ci. Quand j'ai libéré tout ceci, je vais récupérer ce cow-boy là. Et donc ainsi, je vais récupérer en plus de points de victoire bonus en ayant enlevé mes bonhommes. Donc ma tuile, j'ai fait soit placer un cow-boy, soit faire un upgrade sur un truc existant. Et ensuite, tous les autres joueurs, dont moi, vont pouvoir faire un upgrade ou placer un cow-boy. Ou jouer une carte, défausser une carte. Donc cette action-ci, par contre, on ne le fait pas tant qu'un autre joueur n'a pas joué, sauf si on veut jouer une carte, parce que le premier joueur va pouvoir placer éventuellement un cow-boy, et puis peut-être en placer un deuxième, vu que c'est lui le premier à jouer dans la deuxième partie de la tuile. Et il a donc 2 cases qu'il pourrait écraser avant que les autres joueurs ne viennent placer leur cow-boy. Donc on va attendre cette tuile-ci pour le faire. On avance son bateau et on repousse. Alors je vais prendre une autre tuile très simple, vu qu'on a déjà vu toutes les icônes. Ici, même chose, je joue une carte jour, Et ici, je vais pouvoir placer 2 tuiles. Et donc très utile parce que je vais pouvoir avoir accès à des choses qui sont un petit peu plus loin. Ici, je toucherai 3 sous par exemple. Et puis derrière, j'irai placer sur l'usine qui me donnera accès à un niveau supplémentaire dans l'argile. J'ai déjà un niveau 1. Et bien hop, il passerait alors en niveau 2, qui est le maximum. Et donc je suis arrivé à mettre un niveau 2 quelque part, ce qui est très intéressant pour faire une série de cartes et des actions un petit peu spécifiques. Ensuite, je vais pouvoir placer un cow-boy ou faire un upgrade, et puis tous les autres joueurs, mais pas moi, donc ils peuvent le faire en même temps que moi je joue ma première partie, vont pouvoir piocher 2 cartes et en jouer une ou en défausser une au choix. Alors, les actions crépuscule, ici, même principe au niveau de la carte jouée, maintenant vous avez compris le truc. Là, je vais pouvoir activer une zone et donc toucher le bonus associé. Vous avez les zones ici. New Hope, on va piocher 3 cartes, on va avoir 3 points de victoire, on va avoir 4 sous ou on va avoir 3 sous. Imaginons que je désire avoir 3 points de victoire. Hop, ça c'est la première partie de la carte. Et ensuite, tous les joueurs, y compris moi, vont toucher pour toutes les autres zones, donc pas celle-ci, 1 sou par bâtiment, par meeple, quel qu'il soit. Donc que ce soit une vache ou que ce soit un cow-boy, que ce soit une colonie ou une maison, vont toucher 1 sou par meeple présent sur toutes les zones, sauf la zone sur laquelle j'ai écrasé le bonus. Donc ici, vert toucherait 2 sous, jaune toucherait 2 sous et bleu toucherait 1 sou. Ici, vert ne touche qu'un parce qu'il est dans la zone qui a été écrasée. Donc très simple, je vais prendre un bonus et toucher de l'argent. Si vous êtes majoritaire quelque part, c'est une manière facile de faire rentrer des sous, surtout en fin de jeu, parce qu'en fin de jeu, vous avez plus de construction qu'en début de partie. Dernière tuile ici, ce sont les portes. C'est un petit peu spécial, parce que les portes, je vais récupérer ceci. Et après avoir jeté ou utilisé une carte rouge, je vais pouvoir donc placer une porte. Les portes, elles ont un coût qui varie de 2 à 14 quand on les place. Et une fois qu'elles sont placées, elles sont dans la partie haute. Elles vont me permettre de faire une action spéciale en la descendant vers la partie basse. Alors par exemple, si j'ai besoin de poser une carte et de ramener mon canoë dans une case inférieure, donc en payant 2 sous, et bien en descendant ma porte, et bien ça me permet de remonter mon canoë d'autant de cases que je veux, sans payer les 2 sous qui étaient nécessaires. Donc c'est ça l'utilisation d'une porte, c'est je vais la descendre pour faire une action à un moment donné. Alors parfois c'est un moment clé spécifique qui est parfois de renoncer à quelque chose et parfois c'est simplement un bonus d'action associé. Alors on va voir quelques portes très simplement. Ici, ça me permettrait, en descendant ma porte, après avoir payé 3 pour la placer, en descendant ma porte, d'avoir une réduction de 1 pour activer une carte ou avoir 2 sous ou avoir 2 cartes. Là-bas, c'est une réduction de 1 donc dans les ressources nécessaires pour poser une carte ou avoir 5 sous. Défausser 2 cartes, vu que c'est en noir, pour avoir un ranger et avoir 3 points de victoire. Ici, si je joue une carte, que ce soit une carte pâturage ou une carte grise normale, je vais pouvoir récupérer un cow-boy. Là-bas, c'est spécial, c'est si j'ai besoin de faire une colonie et donc remplacer une maison en colonie. Logiquement, il faut avoir 3 choses autour. Donc imaginons qu'ici, c'était une maison et que je veux le transformer en colonie, il faut avoir 3 choses autour. Mais s'il n'y avait que 2 meeples autour de ma maison, je pourrais le faire en descendant ma porte ici
et donc ça me permet de le poser avec seulement 2 meeples autour. Et le deuxième avantage, c'est d'utiliser un cow-boy de moins pour faire la colonie. Donc à la place d'avoir 2 cow-boys pour faire une colonie, un seul cow-boy me suffirait pour transformer ma maison en colonie. Alors ici c'est spécial, on a barré quelque chose. Eh bien, pour faire l'action de la porte, qui va être de gagner 1 sou par usine présente, donc ici j'ai 3 sous à gagner, eh bien il faudrait renoncer à l'action jouer une carte ou défausser une carte pour les sous. Donc je renonce à l'action là-bas quand j'y ai accès, donc soit parce que je l'ai joué moi-même et que c'est la première carte ici, soit parce que c'était l'action 2 d'une carte commune, qu'importe, c'est une fois que je pouvais jouer une carte, je renonce à ça et je gagne 1 sou par usine à la place. Là-bas c'est la même chose mais je gagne 3 sous. Ici pour les 3 au-dessus, c'est je renonce à l'action commune. Attention, c'est l'action commune par tous les joueurs, pas celle qu'un des joueurs ne peut pas faire. L'action commune de tous les joueurs, à la place je gagne un vase ou je dépense un vase pour 6 sous, à la place j'achète une nouvelle porte, en payant l'argent bien sûr, ou je fais un upgrade. Et celui-ci, qui est très spécial, qui est le plus cher, va me permettre de faire, quand on fait l'action ici, associé à la coupe c'est ici, c'est le même symbole, c'est ici. Quand on fait l'action recevez 1 sou par meeple présent dans les 3 autres zones que celle qui a été bloquée dans la première partie du truc, donc ici c'est 3 fois 1 sou par meeple, et bien en plus, moi, j'aurai 1 point de victoire par meeple qui m'appartient dans la zone. Donc ici, si je l'avais fait avec une porte quand le joueur a fait ceci, et bien en descendant là, j'aurais eu 2 sous plus 2 points de victoire. Les autres joueurs auraient juste eu 2 sous et 1 sou. Voilà, ça sont les actions des portes que je vais pouvoir activer au fur et à mesure du jeu, aux moments clés qui sont nécessaires. Et hop, je replace ça ici en dessous. Et alors, il y a des tuiles spéciales, qui sont les 4 tuiles qu'on a placées ici, que chaque joueur a choisi la sienne, qui sont des tuiles à 2 parties, une partie haute et une partie basse. La partie haute, considérez-la comme une carte, c'est-à-dire que quand on peut jouer une carte de sa main, on peut activer cette zone-ci aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez que la zone est à la fois jour, crépuscule et nuit. Il y a les 3 symboles, donc c'est vraiment considéré comme une carte. Comme une carte, il y a un coût à payer en argent et en disponibilité au niveau des productions. Et une fois que c'est fait, je pourrai avoir accès à ceci. Donc si j'ai 13 sous, que je sais avoir 2 argiles et 3 fers, ben pour l'instant j'ai 2 argiles, je sais avoir que 2 fers supplémentaires, mais si j'ai ma porte ici, je pourrais la descendre et ça me fait un fer de plus vu que ça me permet quand je joue une carte, et ça c'est considéré comme une carte. Donc j'ai bien accès à 2 argiles, 2 fers plus un fer, et bien j'ai mes 3 fers, donc je peux aller faire l'action ici qui dit toucher 2 meeples des cow-boys, un des 2 va revenir ici sur la zone à ma couleur, et vous voyez ici la zone à ma couleur c'est noté x2. C'est x2 quoi? C'est x2 points de victoire. À la place d'avoir 8 points de victoire en faisant l'action, je vais en avoir 16. Et donc je vais gagner 16 points de victoire et je vais avoir une avancée ici au niveau du chariot carte. Là j'ai x2, là-bas j'ai pas x2. J'aurais pu aussi aller faire cette carte-ci. Si jamais j'avais tout ce qu'il faut pour le faire à un autre niveau, je peux très bien aller faire celui d'un autre joueur. Auquel cas, ça aurait été le même principe, je payais les 2 sous, j'avais accès aux 3 bois, j'avais accès aux 2 fers, je prenais 2 meeples, un qui revient ici, un là-bas, je touche 7 points de victoire, il n'y a pas de x2, et je gagne 1 en avancée au niveau des chariots argent. Donc, je peux aller faire toutes les cartes qui sont présentes ici. Ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'accessibilité au niveau des productions, mais c'est possible. Si j'ai l'argent, je peux avoir beaucoup de points de victoire grâce à ça. En plus, je récupère des meeples cowboy assez facilement. Ça, c'est donc la carte spéciale. On a vu tout au niveau des actions du jeu. Maintenant, reste à voir ce qui se passe au niveau des décomptes. Alors, un décompte a lieu, c'est quand quelqu'un arrive, le premier décompte, à passer le barrage, puis après, on passe par là parce que c'est la première partie du jeu, deuxième décompte, troisième décompte, quatrième décompte. Imaginons, le jeu avance, les joueurs suivent, et puis paf, d'une manière ou d'une autre, le vert arrive à passer ici et active le décompte. Qu'il avance juste après ou juste plus loin, ça ne change rien du tout. À la fin de son tour, quand il a fait toutes ses actions ici, eh bien on va faire le décompte. On va faire quoi? 2 fois, on va pouvoir soit jouer 2 cartes, soit faire 2 upgrades. Donc soit jouer 2 cartes ou 2 upgrades, ou une carte plus un upgrade, ou rien du tout si on n'a pas anticipé la chose et qu'on n'a pas les moyens. Ensuite, on va avoir cette partie-ci. Cette partie-ci, c'est la partie basse.
des objectifs. On a première manche, deuxième manche, troisième manche, quatrième manche. À la première manche, on va donc mettre le 1. C'est un plus 1 ou moins 1 point de victoire selon qu'on a réussi à faire l'objectif qui était demandé sur les tuiles ici. Ici, c'était d'arriver au moins à 1 au niveau des chariots argent. Ben, je suis à 2, donc j'ai au moins réussi la première partie. Je suis déjà même prêt pour la manche 2 parce que dans chaque manche, on va avoir l'objectif qui va augmenter en difficulté. Là, c'était de payer 2 sous une fois. Et je gagne un point de victoire pour avoir payé 2 sous. Plus, éventuellement, le marqueur que j'ai ici. Donc, si je paye 2 sous, je vais toucher un point de victoire pour avoir mis 2 sous, plus un point de victoire parce que j'ai été mettre mon marqueur ici. Et les autres joueurs vont faire pareil. Ils vont faire selon l'endroit où ils vont être placés. Ils vont gagner les points de victoire ou perdre les points de victoire. On choisit dans quelle zone. Sauf qu'on ne pourra pas aller 2 fois dans la même zone. Et donc à la deuxième manche, on va devoir replacer son 2, mais ailleurs, sauf que le niveau sera plus difficile. Mais par exemple, à la deuxième manche, avoir 3 portes, ben regardez mon jeu, j'ai déjà les 3 portes. Et donc je gagnerai effectivement 2 points de victoire. À la troisième manche, je pourrai aller choisir un des autres et je vais essayer de faire celui-ci, avoir 4 au niveau des avancées comme ceci. Quand je passe là-bas, je gagne évidemment le bonus qui est indiqué. Et donc là-bas, j'aurai 3 points de victoire. Et puis le but, c'est d'arriver à mettre le 4 points de victoire chez soi. Pourquoi? Parce que chez soi, il y a un x2. Et donc, si j'arrive à le mettre à la quatrième manche, le 4e point de victoire chez moi, qui disait d'avoir au moins 3 meeples dans le sud et au moins 4 dans New Hope, si j'arrive à avoir ceci, j'aurai 8 points de victoire au lieu d'en avoir 4. Si je rate, j'aurai moins 8 hein, parce que c'est x2 et c'est plus ou c'est moins. Donc, c'est vraiment ne pas rater votre 4e niveau. Ou alors vous dites, ok, moi je le ferai seulement au niveau 3 parce qu'après c'est trop difficile, la demande est trop importante, mais en même temps c'est vous qui avez choisi la plaque. Donc quelque part, vous savez dès le départ ce que vous devez viser comme action, comme avancée quelque part pour avoir accès au bonus. Donc c'est toujours un minimum de, donc je peux avoir 4 et 4, ça marche aussi, mais il faut vraiment essayer de l'avoir pour ne pas avoir des malus, pour ne pas avoir des pertes au niveau du jeu. Quand ceci c'est fait, je vais avoir tout ce qui est ressources. Je vais avoir les ressources liées au chariot. Là-bas, je pioche 3 cartes. Là-bas, je prends 7 sous et un point de victoire. Et puis, ce qui est lié à mon plateau de jeu. Et mon plateau de jeu, c'est tout ce que j'ai libéré. Et donc ici, on va retrouver effectivement la notion de point de victoire, d'argent, ici aussi. Et puis, imaginons que j'avais mis une deuxième vache là-bas. J'ai un point de victoire pour chaque vache. Donc, chaque vache, je vais garder cette vache-ci, plus cette vache-là. Le nombre de marqueurs de colonies qui sont à côté. Là-bas, j'ai un marqueur, ça fait un point de victoire. Là-bas, j'ai un marqueur, ça fait un point de victoire. Lui, c'est vert, mais c'est pas grave, ça fait un marqueur quand même, c'est aussi un point de victoire. Donc, c'est par colonie qui est adjacente, qu'importe le propriétaire. Ensuite, on va regarder les portes qui n'ont pas été descendues. Chaque porte qui n'a pas été utilisée lors du décompte, eh bien, va rapporter un point de victoire et on va remonter toutes les autres portes. Donc, celle-ci qui n'était pas utilisée m'aurait fait un point de victoire et j'aurais remonté les 2 autres portes pour les rendre à nouveau accessibles. Enfin, on libère toutes les zones qui avaient été bloquées par l'action rouge ici pour qu'elles soient à nouveau libres pour la manche qui va arriver. Et une fois que ceci est fait, que le décompte intermédiaire est fait, on poursuit. On ne reprend pas les gens qui avancent en tout cas, sinon tout le monde reste là-bas où il est. La différence, c'est que quand on va avancer et qu'on va faire le décompte suivant et que peut-être quelqu'un va arriver ici, là-bas à nouveau on fait un décompte, mais on va tous se rassembler pour la dernière course. Et donc à 4 joueurs, tout le monde va revenir ici. À 3 joueurs, on va arriver ici. Et à 2 joueurs ou en solo, on va remonter au-dessus. Et donc là-bas, tous les joueurs à 3 vont tous repartir ici, un petit peu comme Maracaibo. Tout le monde revenait pour la manche suivante. Et on va repartir pour refaire à nouveau un décompte. Et cette fois-ci, on va passer par le bas pour faire le décompte final. La différence, c'est qu'au décompte final, quand les gens vont y arriver, donc ils vont marquer les points de victoire ici, c'est qu'on va terminer le tour. Donc tout le monde aura joué le même nombre de fois. Donc le décompte ne se fait pas immédiatement après que le joueur soit arrivé là. On va laisser à tous les joueurs qui n'ont pas encore joué le même nombre de coups de faire un dernier coup bonus et donc de pouvoir peut-être avancer encore pour aller rejoindre l'autre pour gagner les points de victoire de fin. Quand c'est fait, on refait le décompte ici et puis on fait le décompte final ici, où on va gagner, selon le nombre de portes que l'on a, si on en a 4 à 6, 2 points de victoire par porte, 7 ou plus, 3 points de victoire par porte. On va avoir les points de victoire de toutes les tuiles qui ont un marqueur de fin qu'on aurait joué dans le jeu. Donc ici, par exemple, selon le nombre de portes que j'ai placées, eh bien j'aurai des points de victoire en plus. Ça va très bien avec ceci, ça va très bien aussi avec un objectif de porte comme on avait ici. Donc un joueur qui part là-dessus, qui a déjà ça au départ, dit oh, je vais vraiment jouer les portes et je vais prendre ça comme marqueur de fin.
Et puis ensuite, on va avoir les points de victoire associés aux 3 lignes ici qui ont été libérées. Chaque case qui a été libérée ici rapporte 2 points de victoire. Chaque case qui a été libérée dans cette ligne-ci en vaudra 4. Chaque case qui a été libérée dans cette ligne-là en vaudra 6. Donc, on va effectivement avoir des points de victoire supplémentaires selon les 3 dernières lignes de possibilité d'enlèvement des meeples. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire, il n'y a pas de tiebreaker. Donc, ce sera vraiment directement tout le monde qui gagne au même niveau si vous arrivez vraiment à tomber sur la même valeur de points de victoire de fin de jeu. Voilà, les règles de Boon Lake sont très simples dans l'absolu parce que c'est très facile de prendre une tuile, d'avancer son bateau, de replacer la tuile, faire les actions, les icônes sont vraiment très agréables à lire et à suivre. C'est toujours la force des jeux que Pfister fait. Mais ce qui est peut-être embêtant au niveau du jeu, c'est que certaines actions sont beaucoup plus fortes et plus utiles en début de partie qu'en fin. Comme par exemple le fait de prendre 2 tuiles et d'écraser. Eh bien, on va voir qu'en début de partie, c'est une tuile qu'on va aller chercher beaucoup parce qu'il y a plein de bonus à aller prendre, et y compris les bonus au niveau des nouvelles industries qu'on a besoin pour l'ensemble du jeu. Donc, on va écraser un petit peu tout cela, ce qui fait qu'en fin de partie, on risque d'avoir cette tuile-là qui n'a plus beaucoup de sens parce qu'il n'y a plus qu'un à écraser. S'il n'y avait effectivement plus qu'un à écraser, à chaque fois que je dois placer une tuile mais que je ne sais pas la placer, je toucherai 2 sous. Donc, il y a une compensation monétaire, mais ce n'est pas la même chose par rapport à tout ce qu'on aura gagné au niveau de l'écrasement. Idem, la tuile qui me permet ici d'avoir de l'argent selon les constructions, les meeples qui sont présents dans les autres zones que la zone activée. C'est très utile en fin de jeu parce que ça engrange beaucoup d'argent pour vous comme pour les autres. Mais en début de partie, vous avez 1 ou 2 constructions et donc ce type de tuile-là ne rapporte pas grand-chose, puis potentiellement 4 sous, oui potentiellement 3 points de victoire, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est plus intéressant, alors qu'on va gagner des sous beaucoup plus en plaçant 2 tuiles éventuellement. On va gagner au moins la même chose derrière, alors on va peut-être gagner les 4 sous, plus aller gagner une usine. Donc, les premières tuiles sont un petit peu axées vers l'expansion, et puis la fin, on va vraiment tourner ça sur le fait de rentrer de l'argent. Mais quelque part, c'est logique, enfin, au niveau de l'ensemble du jeu, c'est logique de d'abord faire une expansion et puis profiter de ces constructions. Donc c'est pas si choquant que ça, on risque effectivement d'avoir tout le plateau qui est fait très rapidement. À 2 joueurs, comme il y a beaucoup moins de jeux de saute-mouton au niveau des avancées, et on peut très bien, quand on arrive à la moitié du jeu, avoir déjà toutes ces usines ici qui sont toutes au niveau 2, c'est très faisable. N'oubliez pas qu'ici vous gagnez aussi soit une usine, soit un vase, soit une usine, soit un vase. Donc en plus du fait d'écraser les choses, on va avoir ces bonus là. Donc on est très à l'aise au niveau du jeu pour faire la dernière partie du jeu. Donc ça c'est peut-être la partie la plus critique. Donc à 4 joueurs, c'est beaucoup plus tendu pour tout faire parce qu'on a cette avancée permanente des gens. Et si quelqu'un décide d'aller très vite et faire des 4 et faire des grands sauts, en fait on peut aller très vite à un décompte qui empêche les gens de mettre en place un petit peu toute leur gestion. Et donc c'est très intéressant. Si par contre tout le monde fait des petits sauts de plus de 1, même avec le saut de mouton, on va jouer beaucoup plus de fois. On va jouer plus de fois, ça veut dire qu'on va écraser plus de tuiles de terrain et on va avoir peut-être moins de choses à faire sur la fin du jeu vu que toutes les tuiles seront déjà écrasées. C'est une autre manière de jouer, mais c'est chacun par rapport à ses moyens, ses intérêts. Parfois, on a envie de cavaler pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il est en train de mettre en place, tout simplement. Mais c'est très frais, c'est très gai. On retrouve effectivement du Maracaibo, globalement tous les jeux de cartes à la Pfister qui sont un petit peu du même genre. Mais c'est très agréable, on avance tout le temps et puis surtout on reste tout le temps dans le jeu. Parce que comme quand quelqu'un choisit une plaquette, il a une partie pour lui, mais il y a toujours une partie pour vous. Mais vous êtes toujours intéressé par ce que l'autre va faire, pour voir ce qu'il va choisir, pour voir ce que vous allez pouvoir faire comme action de développement derrière. Toujours bien se préparer à faire quelque chose ici quand on va arriver à un décompte. C'est toujours moche de perdre cette partie-ci d'action, mais sinon c'est très bien. Très fluide, très intéressant. Les objectifs intermédiaires à faire ici, ça nécessite une réflexion, une préparation pour les avancées. Dire tiens, je vais faire ça en 1, 102, 103 et 104. Au niveau des règles papier, c'était pas très bien expliqué que c'était d'abord le 1 qu'on devait mettre, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Ça a été précisé sur BGG. Je pense avoir fait le tour du jeu. J'espère qu'il vous donnera envie, comme nous, il nous donne envie d'y jouer. Si vous avez apprécié les vidéos, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!